Euh, donc, j'ai commencé 2 séances, j'allais dire, de réchauffer, enfin de complément sur des cours des années précédentes. J'aime bien mettre au point quelque chose que je sais sur les sujets que j'aborde. Et donc, quand il y a des compléments que je juge pertinents, je m'y attarde un peu en début de cours. Donc, la semaine dernière, c'était sur la convexité. J'ai 2 petites remarques à faire sur le cours de la semaine dernière et peut-être même corriger quelque chose que j'ai pu indiquer oralement. En tout cas, ce n'est pas des choses que j'ai écrites, fort heureusement. Donc, je vais simplifier beaucoup pour ne pas à nouveau redémarrer tout. On va travailler, donc retour sur le cours de la semaine dernière, avant de faire un retour sur le cours de l'an dernier. Un retour sur la semaine dernière. Alors, donc, le point, c'est d'avoir une fonction qui est définie sur les mesures de proba, par exemple, ayant sur, par exemple, RD ou un domaine de RD, ayant un second moment fini, ce qu'on note traditionnellement par P2, le 2 indiquant un deuxième moment fini, à valeur dans R. Et j'ai insisté sur le fait que l'on pouvait aussi regarder des fonctions comme ceci en prenant un espace de probabilité suffisamment riche pour contenir, étant donné une loi, au moins une variable aléatoire dont c'est la loi. Et que, bien entendu, on peut, ce que j'avais appelé développer ou on peut introduire une fonction qui est simplement donnée par la phi de la loi de x. Donc deux notions fondamentales et une qui se décline en de très nombreuses variantes. Une, c'est la notion de convexité en un sens linéaire, c'est-à-dire en plongeant P2 dans un espace de mesures, avec un deuxième moment borné, de mesures bornées, avec un second moment borné. C'est un espace vectoriel, donc on a une notion usuelle de convexité en regardant les segments qui, bien entendu, restent dans P2. Donc on regarde ça comme une partie convexe d'un espace vectoriel. Et puis, les autres notions qui consistent vraiment à regarder la convexité de grand phi. Donc, la notion la plus forte, qui est la convexité dans L2, je ne réécris pas oméga fp, et on a vu quelles étaient les relations entre des notions un peu plus faibles dans lesquelles les directions dans lesquelles on teste la convexité sont d'une nature particulière, tandis que là, quand on parle de la convexité dans L2, on a droit à toutes les directions, étant entendu qu'il suffit de se restreindre à des directions qui sont dans le sous-espace engendré au sens de la mesurabilité par grand X. Donc des variables aléatoires X mesurables. Alors, la convexité dans L2 et puis de nombreuses variantes sur lesquelles je ne reviens même pas. Tout ce que je vais vous dire maintenant est, à vrai dire, est totalement indépendant de la notion que l'on considère. La semaine dernière, j'aurais donné un exemple, je voudrais donner un autre exemple. Donc la semaine dernière, je vous avais donné l'exemple d'une fonction qui est simplement l'intégrale d'un psi de x fois dm. Ça, c'est ma fonction phi de m. Donc une quantité qui est bien entendu linéaire si on regarde ceci dans l'espace des mesures. Psi est une fonction donnée, donc ça c'est linéaire, c'est bien sûr convexe. En revanche, la convexité dans L2 n'est vraie, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, si et seulement si psi est convexe. Alors, une variante que j'aurais pu citer la semaine dernière, c'est de regarder, ce qui est aussi une quantité très très naturelle, de regarder ce type, entre guillemets, d'énergie. Donc ça, c'est à nouveau une fonction de m. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que pour avoir la convexité au sens des mesures, il faut que psi, donc convexité linéaire, c'est si et seulement si
le noyau psi, comme noyau, est un noyau positif, ce qui veut essentiellement dire que si on prend la transformée de Fourier en x et la transformée de Fourier bar en y, on a une fonction positive ou nulle. C'est dire que cette fonction, c'est simplement dire que l'intégrale de psi de xy, g de x, g de y doit être positif ou nul, quel que soit g. Hein, c'est ça que ça veut dire. Bien. La convexité dans H ou dans L2, c'est si et seulement si psi est convexe en xy. Alors ça se démontre très très simplement parce que simplement on prend deux copies indépendantes de loi M et on voit qu'on a l'espérance de psi de xy et ça va être convexe en xy dès que psi est convexe. Bon, je ne donne pas les détails, mais c'est ça le principe de la démonstration. Donc là encore, vous voyez à quel point ça n'a rien à voir. Hein. Une notion de convexité par rapport à une notion de noyau positif, c'est deux notions extrêmement différentes. Enfin, cet exemple montre que ça n'a pas grand-chose à voir. Y a-t-il quand même des liens? Alors, oui et non. Donc ça, c'est un exemple 2. Et l'exemple 3 que je veux mentionner, c'est que la notion de convexité dans L2 n'entraîne pas la convexité dans M. Alors l'exemple précédent n'est pas un bon exemple. Il y a un exemple encore beaucoup plus probant et qui va à nouveau montrer bien la différence des deux notions. C'est de prendre, là je vais partir dans x, je vais prendre phi de x qui est une fonction bêta de l'espérance de x2, c'est-à-dire, en d'autres termes, de la norme dans l'espace de Hilbert au carré, donc c'est bêta de la norme au carré, qui, ça c'est mon grand phi, bah, le petit phi associé, c'est simplement bêta de l'intégrale de x carré dm. C'est-à-dire bêta d'une expression linéaire. Et donc on voit tout de suite là une très grosse différence, c'est que c'est bêta d'une fonction quadratique ici, tandis qu'ici c'est bêta d'une fonction linéaire. Et en fait, la convexité dans L2, ou la convexité pour n'importe quelle distance de type transport, la convexité dans L2 est équivalente, ça c'est une trivialité, au fait que la fonction bêta de z carré soit convexe, tandis que la convexité linéaire ici est équivalente au fait que bêta de z soit convexe. Et donc, vous pouvez très bien avoir une fonction bêta de Z2, bêta telle que bêta de Z2 soit convexe, sans que bêta de Z soit convexe. Dans un cas, c'est dire que la dérivée seconde est positive ou nulle, et puis là, vous avez une expression qui est différente. Et on peut construire facilement des observations comme ceci. Alors, dans ce cas particulier, ceci entraîne cela. Hein, la bêta de Z convexe, ça va entraîner que bêta de Z2 est convexe modulo essentiellement. Bon. Donc, pas grand-chose à dire là-dessus. Il n'y a pas tellement de relations. Une remarque en termes de relations qui est une remarque assez importante, c'est-à-dire que si je regarde phi de m, et si je dis qu'elle est convexe linéairement, et si dφ sur dm, alors dφ sur dm, c'est a priori, pour chaque m donné, c'est une fonction de x. Parce que dφ sur dm agit sur d'autres mesures, donc ça c'est la notion de dérivée directionnelle dans la direction f, et ceci, je peux le représenter comme une certaine fonction de x fois f de x dx. Donc de manière un peu vague. Disons,
a priori une distribution qui agit sur, sur des f régulières, si on se restreint à des f régulières. Mais donc si on suppose qu'on a la convexité linéaire et que dφ sur dm, qui est une fonction de x, est convexe en x, alors, et c'est à peu près ce qu'on peut faire de mieux, ça entraîne que phi est convexe dans L2. Donc là, c'est bien cohérent avec ceci. Regardez cet exemple, c'est linéaire, donc c'est convexe au sens dans l'espace des mesures. Et si je regarde dφ sur dm, c'est une fonction qui ne dépend plus de m, c'est psi de x. Et évidemment, on revoit ici psi convexe. Donc sur l'exemple, ceci est optimal. En général, la réciproque n'est pas vraie. Donc ça, c'est faux en général. Ce n'est pas très loin. Ce qui est vrai, c'est que la convexité dans L2 entraîne toujours cette propriété, mais pas forcément la convexité linéaire, comme l'exemple qui est ici le prouve. Donc je n'insiste pas plus, parce qu'il est grand temps d'avancer dans le cours. Je n'insiste pas plus, mais c'est simplement pour vous convaincre que ces notions, ce n'est pas simplement des petits raffinements en passant d'un point de vue à l'autre, c'est des notions qui sont fondamentalement différentes. Autant les différentes notions interprétées dans l'espace des variables aléatoires qui consistent à regarder des géodésiques associées au transport ou simplement n'importe quelle droite, disons, dans l'espace engendré par la variable aléatoire x. Autant ça, ce sont des variantes où on affaiblit un peu, etc. Mais l'idée fondamentale est la même et en dimension 1, tout est, enfin, lorsque l'espace sur lequel les mesures vivent est de dimension 1, toutes les notions coïncident. Autant, même en dimension 1, ces deux notions sont vraiment des notions très différentes. Il y a des liens, mais ces liens sont limités. Et enfin, je voudrais finir ces retours, et ce sujet sera clos, au moins pour cette année, sur des notions de dualité. Car dès que l'on manipule de l'optimisation, du contrôle optimal et autres questions comme ceci, l'utilisation de la dualité est toujours un outil précieux. Alors, pour des fonctions définies sur l'espace des mesures, à nouveau, enfin sur l'espace des mesures de probabilité, une notion naïve, c'est de dire, bien, je plonge ça dans l'espace des mesures, éventuellement j'ai une fonction qui est plus l'infini ailleurs, et puis je prends la notion de dualité usuelle. Celle-là, très honnêtement, ce n'est pas une notion qui est... Je ne veux pas dire qu'elle ne sert à rien, ce n'est pas vrai, mais c'est en tout cas pour les thèmes que j'aborde, ce n'est pas une notion qui est extrêmement utile. En revanche, dès qu'on travaille avec des fonctions qui sont définies dans L2, on peut bien entendu définir une duale d'une fonction d'ailleurs à peu près quelconque, pas nécessairement convexe, qui va être définie par sup, et puis je vais regarder ça en moins y. Vous allez voir pourquoi je mets le moins, c'est que ça arrange un peu la sauce dans un instant. Oui. Et donc, si je fais ça, bien ça a la définition même, c'est le sup du produit scalaire de moins xy, c'est parce que j'ai mis moins y, moins phi de x. Donc ça, c'est une notion étant donné une fonction qui est définie sur L2, je définis phi étoile, et puis je vais le regarder en moins y pour travailler la formule. Donc ça, c'est une notion pour laquelle on sait que, sous des hypothèses minimales, eh bien la biduale, parce qu'on peut recommencer à prendre la duale, eh bien la biduale, c'est en fait l'enveloppe convexe de phi. Ça, c'est des choses classiques d'analyse convexe. En particulier, si on part d'une fonction convexe, on prend sa duale, on a une autre fonction convexe, puisque c'est un sup de fonction linéaire, c'est toujours convexe. Et si on reprend la duale, on retombe sur la fonction modulo un tout petit peu
non-singularité plus que de régularité. Alors ça, c'est une transformation extrêmement classique qui est bien entendu en optimisation, mais il y a toute la théorie de la dualité en optimisation. Derrière, il y a des transformations aussi variées que celles qu'on appelle de l'hodographe en mécanique des fluides. Enfin, c'est toujours un peu la même idée qui consiste à inverser le gradient, à prendre l'application inverse du gradient, puisque effectivement le gradient de la duale, c'est l'opérateur inverse du gradient de phi. Alors, ceci, c'est a priori défini, et on récupère une fonction convexe sur l'espace des variables aléatoires, c'est a priori défini pour toutes les fonctions sur L2, et que se passe-t-il quand maintenant phi de x, en fait, est une fonction uniquement de la loi, dans ce cas particulier? Alors, dans ce cas particulier, on va simplement écrire ceci comme étant le sup, et là je suis en train de me planter. Ce que je veux faire apparaître, c'est un demi de x moins y au carré. Qu'est-ce que je suis en train de trafiquer là-dedans? Parce que je voulais un... moins 1,5 de la norme de x au carré, moins 1,5 de la norme de y2, moins phi de x. Là, je suis en train de me planter royalement. Le truc, c'est... bon, alors je vais mettre plus ici, xy, et ce que je veux faire... donc, si je fais ça, je veux mettre maintenant ceci, voilà. On va y arriver. Je ne sais pas pourquoi je voulais un moins, mais là, maintenant, ça commence à ressembler à quelque chose qui fonctionne. Plus 1,5 de x2, plus 1,5 de y2. Ceci me trouble, j'étais persuadé qu'il fallait mettre un moins y, mais non, ceci est correct, je développe le carré, j'ai bien le produit scalaire, c'est tout à fait correct. Bien, ok, donc là-dedans y est fixé, et sup sur x, oui. Et donc ceci, je peux le réécrire comment? Eh bien, je peux le réécrire en sortant le 1,5 de y2, puisque je calcule en y. Et je vais ici ensuite écrire le sup de quoi? De moins 1,5 de la norme de x moins y, moins, et là je dis que ça ne dépend que de la loi. C'est-à-dire je fixe cette marginale. Sup sur y. Et donc, si j'écris maintenant que le sup sur y, c'est bien sûr le sup sur y du sup sur la loi de y, c'est-à-dire que je commence par regarder toutes les lois possibles et je fais le maximum sur cette loi. Et après, je garde toujours mon sup sur y, c'est-à-dire en fait un sup sur toutes les lois. Qu'est-ce que je récupère ici? Vous voyez que la loi de x, là, je l'ai gelée. Le sup sur y, c'est sup sur x. Oh là 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 là. Donc, le sup sur la loi de x et sup sur x. Eh bien, lorsque je fais ceci, je réécris parce qu'à force d'effacer, on n'y voit plus rien. Donc 1,5 de y, c'est un sup sur 1,5 de y2. Je reprends calmement. Le sup sur la loi de x, c'est-à-dire m, je vais l'appeler m, ça sera plus clair. Le sup sur tous les x dont la loi de x est égale à m, de moins 1,5 de x moins y carré. Et comme la loi de x vaut m, eh bien, je peux la sortir du sup intermédiaire, moins phi de m. OK ?
Et là, ce que vous reconnaissez, c'est bien entendu le sub de moins, c'est moins l'inf. Eh bien là, vous reconnaissez la définition de la distance de Wasserstein affectée du signe moins et avec un 1,5 devant, au carré, entre m et la loi de y. En d'autres termes, on récupère une formule qui a conduit différents auteurs, dont Guillaume Carlier, à introduire une notion de dualité au sens du transport optimal et au sens de la distance de Wasserstein, qui consiste à dire que phi étoile, et je vais appeler ça petit phi étoile de, on va appeler ça f, moins 1,5 de l'intégrale de fx de petit x carré, c'est-à-dire phi étoile de la loi de y moins 1,5 de l'intégrale de l'espérance de y au carré, à savoir ceci, qui est donc défini comme étant le sup sur tous les m de moins 1,5 de la distance au carré, la distance 2 de Wasserstein entre f et m, moins phi de m. Moins phi de m. Et puis, je pense que j'ai oublié un terme, puisqu'il me manque j'ai oublié le plus 1,5 de x2. C'est-à-dire plus 1,5 de l'intégrale de x carré m. Voilà. Et là, il me manque plus 1,5 de x2. C'est le 1,5 de x2 qui est ici. Et donc, moins phi de m, moins phi de m plus 1,5 de l'intégrale de x carré m. Donc, vous voyez que modulo les deuxièmes moments qui flottent, et si on ne fait pas trop attention à ça, on a une notion de dualité où on a remplacé le couplage qui est au fond un calcul de covariance, qui est un calcul de la covariance entre x et y, par le couplage optimal entre les lois, et ce qui est très très naturel, puisque la distance de Wasserstein essaie de maximiser le couplage entre deux variables aléatoires, entre deux lois. Donc, ceci est une manière de définir une notion de dualité, mais vous voyez bien que même si vous démarrez avec une fonction qui est convexe à un sens différent, cette notion de dualité conduit à la convexité dans l'espace de Hilbert. Ce qui est dans les différentes notions de convexité à cet étage-là était la plus forte. Donc, ce sur quoi ce que je veux faire remarquer, c'est que effectivement, si on définit des fonctions sur l'espace de mesure, leurs duals sont convexes en le sens de L2, en ce sens-là. Et leur bidual, c'est toujours l'enveloppe convexe en ce sens-là. Donc, c'est pour ça que je considère que c'est vraiment la notion la plus naturelle. Une petite observation ici, c'est qu'on voit, et je n'insisterai pas plus, que lorsqu'on commence à manipuler quelque chose comme ceci, c'est comme cette formule, ça, en fait, ça correspond à résoudre une équation de Hamilton-Jacobi. C'est-à-dire que je rappelle que si je regarde le sup d'une certaine fonction que je vais maintenant baptiser psi de x moins 1,5 de x moins y au carré, le sup sur tous les x, et que j'appelle ça la fonction psi de psi 1, pour des raisons que vous allez voir dans un instant, xy, eh bien, ceci n'est rien d'autre que la solution en temps 1 de l'équation suivante, de l'équation éconale, d psi sur dt égale 1,5 de gradient psi carré. Donc, cette équation, on a une formule que j'ai d'ailleurs mentionnée la semaine dernière. On part de, si je vais mettre peut-être ici un psi 0, psi à l'instant t égale à 0, c'est psi 0. Eh bien, à l'instant 1, vous avez cette formule-là.
Donc, en d'autres termes, en oubliant provisoirement les 1,5 de x2, 1,5 de y2, il faut faire ces translations par ces facteurs quadratiques. Ce que vous voyez, c'est que modulo ces translations, résoudre une équation de Hamilton-Jacobi, une équation éconale de l'optique géométrique en temps 1, c'est essentiellement, à ces translations quadratiques près, calculer la fonction duale. D'accord ? Donc c'est quand même assez piquant de dire on a une équation aux dérivées partielles qui va lier la fonction convexe à la fonction duale et qui risque de revenir sur elle-même un peu plus tard, mais pas tout à fait parce qu'il y a les facteurs quadratiques. Donc sinon toutes les solutions seraient périodiques et ça c'est pas vrai. Donc il y a là-dedans une géométrie tout à fait élémentaire qui n'est pas inintéressant de signaler. Fin du retour sur la semaine dernière. Maintenant, retour sur l'an dernier. De façon un peu avancée. Cela dit, ce que je vous ai raconté la semaine dernière avec des distances variationnelles et des choses comme ça, on va retrouver ça dans le cours un peu plus tard. D'ailleurs, peut-être, oui, probablement dès la semaine prochaine, pour essayer d'aller un peu au-delà de la manière classique d'aborder les solutions de viscosité d'équations style Hamilton-Jacobi-Bellman. Donc, retour. On se croirait dans le numéro 5 de Back to the Future. Donc, retour sur l'an dernier. L'an dernier, le cours a porté sur l'ergodicité. Je ne vais pas du tout, évidemment, faire un résumé de cours, mais expliquer ce que je veux, les points que je veux développer, et puis des choses que j'aurais dû absolument mentionner l'an dernier. Donc, on va supposer qu'on est, comme on dit, sur le tore, c'est-à-dire que tous les x varient, les petits x varient dans RD avec des notions naturelles de périodicité pour toutes les fonctions que nous allons considérer. L'ergodicité de processus de diffusion, par exemple, on pourrait avoir des processus de diffusion axiaux, etc., mais l'ergodicité de processus de diffusion est associée au comportement en temps long d'équations aux dérivées partielles dites paraboliques, dans lesquelles on va simplement, je vais écrire une forme générique, moins BI DIU, où là-dedans, traditionnellement, les AJ sont des matrices, est une matrice, les AJ et les BI dépendent de X. La matrice A, c'est une matrice sigma, sigma transposée, où sigma est une matrice, disons, D croix M, par exemple. Ça dépend de X, et ça dépend de manière régulière de X. Bien. Donc, si l'on regarde ce problème de Cauchy pour une équation parabolique comme ceci, où on résout pour tous les x à partir de l'instant t égale à 0, l'ergodicité qui consiste à dire qu'il existe une unique mesure invariante, que le processus qui est caché derrière cette équation visite en moyenne n'importe quelle zone de l'espace avec une probabilité qui est donnée par cette mesure invariante, que la loi converge soit directement, soit au sens de Césaro, converge vers cette mesure invariante, etc., etc. Je vais me contenter ici d'effleurer le point de vue analytique, tout a été décrit en détail l'an dernier, on va savoir là la question de l'ergodicité. Donc il y a deux notions, l'ergodicité forte et puis l'ergodicité au sens de Césaro. L'ergodicité forte, c'est de dire que U de x et de t convergent uniformément vers une constante qui est alors l'intégrale de U0m. Donc, dès qu'on sait que ça converge uniformément vers une constante, à ce moment-là, on sait que c'est l'intégrale de U0m, où m est l'unique mesure invariante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mesure de proba invariante? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'unique mesure de proba invariante?
si j'appelle AU cet opérateur que je souligne ici, tout ça, je l'appelle AU, eh bien, c'est dire que M est dans le noyau de A étoile, et c'est une mesure de proba. Bien. Mais en fait, tout ça, toutes ces informations-là, c'est une conséquence. Bon, il existe toujours des mesures invariantes dans le cas où on est sur un espace compact, à savoir ici le domaine de périodicité. Exemple, le Tor, où on peut voir ça simplement comme un cube unité dans RD, et que simplement on identifie les deux bords, les bords opposés, les faces opposées du cube. Donc l'existence, c'est la compacité des mesures de proba sur une partie compacte. Donc ça pose rigoureusement aucun problème. Et puis dès qu'on a une mesure invariante, si ça converge vers une constante, c'est donné par ça. On multiplie l'équation en U par M et ça identifie complètement la constante. Bien. Donc ça, c'est la notion d'ergodicité forte où, effectivement, on voit que dès qu'on a cette information, on sait tout ce qu'on veut sur ce qu'on appelle traditionnellement l'ergodicité. En fait, il suffit même que l'intégrale de 0 à t de u de x de s ds divisé par t converge uniformément vers une constante. Donc ça, c'est l'ergodicité faible au sens de Césaro, dans lequel on va, à nouveau, on pourra identifier que cette constante, c'est l'intégrale de U0M, où M est l'unique mesure de proba invariante. Donc, souvenez-vous, dès que vous déplacez, dès que vous avez quelque chose qui est un peu plus déterministe, on se déplace et il faut faire des moyennes de Césaro pour récupérer l'ergodicité. Si en revanche, vous avez une partie aléatoire comme du mouvement brownien très forte, c'est-à-dire l'équation de la chaleur, vous êtes naturellement dans ce cas-là. Bon. En fait, c'est une propriété un peu plus forte, mais on peut gérer les deux notions de la même manière. Donc je vais aujourd'hui me concentrer sur l'ergodicité faible, mais ce n'est pas très important. C'est juste pour simplifier un tout petit peu la présentation. Alors, l'ergodicité faible, c'est aussi équivalent à une propriété de résolvante qui consiste à dire que U epsilon pardonnez-moi, converge uniformément vers une constante où U epsilon est la solution de A U epsilon plus epsilon U epsilon est égale à U0. Ouais. Correct. Je garde le même U0, et là, on veut que ceci ait lieu, quel que soit U0, bien sûr, comme donnée initiale, ou quel que soit le second membre pour cette équation résolvante. Donc ça, j'avais expliqué ça l'an dernier, et le dernier rappel que je fais sur le cours de l'an dernier avant d'attaquer des choses nouvelles, c'est de dire que ce que j'avais réellement établi l'an dernier, c'est que de manière, je vais écrire ça entre guillemets et le préciser dans un cas, c'est que l'ergodicité est en fait équivalente à une notion d'équicontinuité et une notion de contrôlabilité par paire. Donc, totalement équivalent, c'est rare en analyse d'avoir des conditions nécessaires et suffisantes, mais c'est aussi vrai que là, on a une condition nécessaire et suffisante, mais qu'il y a de la difficulté qui reste, parce qu'il faut vérifier ces hypothèses. Bien. Alors, l'équicontinuité, ça, c'est très facile à décrire de quoi il s'agit. L'équicontinuité, cela consiste à dire que si vous fixez la condition initiale U0, eh bien, lorsque vous regardez le premier cas, vous avez pour chaque t une fonction qui est d'ailleurs une fonction continue, et vous demandez que les fonctions
de x que l'on récupère ainsi à chaque instant t, donc ça fait une courbe de fonctions continues, et vous voulez que toutes les fonctions dans cette courbe aient un même module de continuité, c'est-à-dire soit équicontinues. En d'autres termes, elles sont uniformément continues ou uniformément continues puisqu'on est sur un compact. Okay. Par exemple, elles ont une constante et un exposant de Hölder commun, indépendant du temps. Donc ça, c'est l'équicontinuité pour l'ergodicité faible, donc ça c'est pour t positif. Et pour l'ergodicité faible, c'est demander à ce que epsilon u epsilon pour les epsilon positifs, inférieur à 1, mettons, soit équicontinue. Ça, c'est l'équicontinuité. J'avais indiqué l'an dernier comment vérifier l'équicontinuité, que c'était automatique dans des cas non dégénérés, c'est-à-dire où la matrice AIJ est strictement positive, que c'était automatique si on avait des conditions d'hypoellipticité, c'est-à-dire que si ça dégénère, on récupère d'informations dans les directions manquantes grâce à la géométrie des champs de vecteurs qui sont cachés. J'avais également indiqué que c'était toujours vrai si les coefficients sont constants. J'avais indiqué qu'il y a des conditions de stabilité qui consistent à dire que les trajectoires individuelles ne s'écartent pas, qu'on avait travaillé. Donc on a tout un tas de recettes pour vérifier l'équicontinuité. Cela étant dit, étant donné un jeu de coefficients, si on n'est pas dans l'un des... J'avais donné au moins 4 ou 5 classes générales de situations où on avait l'équicontinuité. Ça peut être difficile. Okay. Donc je ne prétends absolument pas que ce soit une hypothèse mineure. Non, c'est une hypothèse indispensable, elle est nécessaire et suffisante, mais elle peut être délicate à vérifier, ou simplement à décider si elle est vraie ou pas. Quant à la question de la contrôlabilité par paire, donc là je vais me contenter de l'exhiber dans le cas de l'ergodicité faible. C'est peut-être un peu plus simple de l'ergodicité faible, en simplifiant un peu, en trichant un tout petit peu, mais bon, on ne va pas pinailler. Il va falloir introduire ce qui n'est rien d'autre que le support de la loi du processus associé à cette équation. C'est également quelque chose qui permet de voir la propagation des maxima lorsqu'on essaie d'analyser finement la propriété dite du principe du maximum pour ces équations paraboliques. Bref, dans ce cas-là, on est amené à introduire une notion d'ensemble de contrôlabilité qui va être la fermeture. Donc il va y avoir un grand bar tout au-dessus, le bar signifiant qu'on ferme, que je vais regarder l'ensemble des z tel qu'il existe un grand T, fini, positif, fini. Et il existe des contrôles U1, etc., UM. C'est pas très mal, hein, ça, comme notation. Alpha 1, alpha M. M, c'est la deuxième dimension de la matrice rectangulaire sigma, qui appartiennent à L2 de 0T. Tel que, si je résous l'équation différentielle contrôlée x point égale je vais mettre un i ici, égale sigma i j de alpha j, alors donc ça va être sigma i j de x et de alpha j, oui, somme sur j, plus bêta i de x, en partant de petit x, hein, j'ai indiqué cx, et eh bien, je veux qu'à l'instant grand t, je veux être en z.
Donc c'est tous les points que je peux atteindre grâce à ce système différentiel déterministe dans lequel vous voyez, pour les gens qui se souviennent un peu de formules probabilistes, que ça, le sigma, c'est ce qui apparaît dans l'équation différentielle stochastique, et que grosso modo, on remplace les mouvements browniens par des contrôles quelconques. C'est simplement l'idée, déjà introduite l'an dernier, que pour comprendre où le processus se balade, eh bien, en fait, il suffit fondamentalement de se dire qu'un mouvement brownien, ça se comporte comme n'importe quelle fonction continue. C'est-à-dire que si vous vous donnez une fonction continue, eh bien, vous pouvez trouver un gros paquet de trajectoires, c'est-à-dire de probabilités positives, telles que le mouvement brownien ressemble, soit uniformément près, dans un tube, autour de cette trajectoire. Pardon? Non, et j'allais y arriver. Donc, les bêta I, c'est une correction de BI qui correspond à la réécriture sous forme dite de Hormander de l'opérateur qui est ici, ce qui correspond simplement au fait que je regarde, quand j'écris une équation comme ceci, c'est l'interprétation stochastique qui est une interprétation de Ito, et que pour avoir une bonne identification du support à la mesure, il faut une représentation de type Stratanovich. Alors, tout ça, c'est ultra technique, vous ne faites pas de ce bill là-dessus, et pour ceux qui ne sont pas des experts de ce type de questions, et simplement, j'indique ce que c'est bêta. Eh bien, la forme de Hormander liée à cet opérateur, c'est en fait d'écrire moins 1,5 de sigma ij dj de sigma ik dk au lieu de moins ij dij. Bon, quand vous développez ce terme de dérivée, vous obtenez évidemment le premier terme, à savoir moins ij diju. Mais il y a un terme supplémentaire qui est donné par plus 1,5 de sigma ij. Oui, plus 1,5 de sigma ij dj de sigma ik. Oui, dk. Et donc, si je veux réécrire cet opérateur maintenant en me servant de cette représentation, vous voyez, ça, c'est en fait la dérivée suivant un champ de vecteurs, et je prends cette dérivée au carré. Donc, c'est un carré de champ de vecteurs. C'est l'écriture sous forme de carré de champ de vecteurs. Eh bien, cela veut dire que j'ai plus le même BI. En d'autres termes, AU est égal à moins 1,5 de sigma sigma ij dj sigma ik dk, je vais écrire les choses comme ceci, plus bêta i di. Et donc voilà le bêta, et le bêta, bien évidemment, il est donné, bêta i, il est donné, ou moins bêta i pour être plus précis, c'est bi moins 1,5, donc maintenant c'est le K qui est un I, donc sigma Kj dj de sigma Ki. On ne fait pas de bill sur les indices, simplement je veux un dk, hein, quand je regarde un bêta I di, il faut que je remplace K par I, et le I qui était une variable de sommation, ben, je l'appelle K qui est une variable de sommation. Donc, c'est la correction qui vient du fait que j'ai changé l'écriture. Alors ça, c'est très important parce qu'il faut effectivement suivre ces champs de vecteurs et ça engendre une légère différence au niveau du terme du premier ordre. Donc, une fois qu'on écrit sous les formes du point de vue probabiliste, tout ceci sous la forme de Stratanovich, identifier où se balade le support est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que là, on a des règles de calcul qui sont des règles de calcul usuelles. Il n'y a plus des termes de Ito supplémentaires. Et le théorème de support, bon, il y a quelques hypothèses techniques, mais il repose sur une seule information, et c'est vraiment celle-là que l'on doit conserver, c'est qu'un mouvement brownien, avec une probabilité non nulle, il se comporte comme n'importe quelle fonction continue. D'accord ?
C'est d'ailleurs un test, hein, c'est vraiment, il est toujours intéressant d'observer que nous sommes vraiment câblés, nous autres êtres humains, pour voir des... c'est quelque chose d'absolument fondamental, pour voir des classes d'équivalence, pour voir des phénomènes, pour voir des, je ne sais pas comment dire, patterns, et donc des... vous montrez, vous prenez, vous faites des simulations aléatoires de mouvements browniens, vous l'affichez et vous dites ah oui tiens là il monte et puis il descend. On voit des structures. Il n'y a aucune structure. Ça peut ressembler à n'importe quelle fonction continue. Donc c'est quelque chose. C'est-à-dire nous avons besoin. Et ce, dès notre plus jeune âge, et c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est d'ailleurs dans tout le règne animal, hein, c'est comment un chien reconnaît que toutes sortes d'animaux bizarres est un chien. Et alors pourtant, ils ne se ressemblent pas vraiment entre eux. Et la même chose avec un enfant, on lui montre une lampe, deux lampes, trois lampes, ensuite il reconnaît toute la classe d'équivalence lampe. Donc on est vraiment câblé pour identifier des structures. Et ça, c'est vrai aussi. Et ça induit des tas d'aberrations dans l'analyse financière et des choses comme ça, c'est de voir des structures là où il n'y en a pas.